Il y a des gestes qui appartenaient au quotidien et qui ont disparu sans qu'on s'en aperçoive. Des rituels simples qui rythmaient les jours et tissaient les liens. La France des années 60 vivait à un autre rythme, avec d'autres codes, d'autres certitudes. Retournons ensemble vers ces habitudes perdues qui, aujourd'hui, sembleraient venues d'un autre monde. Mais qui, à l'époque, n'étaient que la vie, tout simplement. Saluer tout le monde. Les voisins, le facteur, les commerçants, même les inconnus à l'arrêt de bus. Tout le monde recevait un bonjour ou un sourire. Les enfants étaient formés aux bonnes manières dès le plus jeune âge. Et oublier un « s'il vous plaît » ou un « merci » entraînait une correction rapide de maman ou papa. Ce n'était pas une question d'amitié. C'était une question de décence. Aujourd'hui, les écrans et les écouteurs ont avalé ces petits échanges. Mais à l'époque, ils cousaient les communautés ensemble. Bonjour, Madame Dupont. Bonjour. Bonjour, Monsieur le facteur. C'était la politesse comme respiration quotidienne. Lire le journal du matin. La journée commençait avec le bruissement du papier et l'odeur de l'encre fraîche. Chaque foyer avait son journal de prédilection. Le Figaro, France Soir, l'Humanité, Le Parisien. Coincé sous le bras en allant au travail ou étalé sur la table du petit déjeuner avec une tasse de café bien fort. Les mots croisés étaient un défi quotidien. Les gros titres déclenchaient des débats animés, et même les enfants feuilletaient pour les bandes dessinées et les résultats de football. Les nouvelles voyageaient plus lentement mais semblaient plus solides. Quelque chose qu'on pouvait garder et relire. C'est difficile à imaginer maintenant, mais des millions de conversations chaque jour commençaient par « Tu as vu dans le journal ce matin ». Le journal n'était pas simplement de l'information. C'était un compagnon, un rituel, un pont entre le monde et la table de la cuisine. Mémoriser les numéros de téléphone. Avant les smartphones, tout le monde portait des numéros dans sa tête. La famille, les amis, le médecin, même le numéro du voisin était mémorisé. On apprenait aux enfants à connaître leur numéro de téléphone par cœur en cas d'urgence, et chaque foyer avait un gros annuaire téléphonique posé à côté du téléphone fixe. Les cadrans rotatifs signifiaient que si vous vous trompiez d'un chiffre, vous deviez tout recommencer. Connaître un numéro montrait la proximité. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous peuvent à peine se rappeler plus d'un ou deux numéros. Mais à l'époque, cela faisait simplement partie de la vie quotidienne. Votre mémoire était votre carnet d'adresses. Réparer les choses soi-même. Un robinet qui fuit ou une chaise cassée n'était pas une raison d'appeler quelqu'un. Les gens étaient fiers de réparer les choses eux-mêmes. Les papas apprenaient à leurs fils comment changer un fusible ou réparer un pneu de vélo, tandis que les mamans reprisaient les chaussettes et recousaient les boutons sur les manteaux. Les quincailleries étaient des endroits animés, remplis de gens achetant des vis, des rondelles et de la colle. Les voisins se prêtaient des outils, et chaque erreur était une leçon apprise. Réparer quelque chose n'était pas seulement une question d'économie. C'était une question de fierté et d'autonomie. On ne jetait pas. On réparait, on bricolait, on faisait durer. Les fils à linge. Les jardins et les cours des années 60 n'étaient jamais complets sans des fils à linge s'étendant d'une clôture à l'autre. Les lundis étaient les jours de lessive, et on voyait des rues entières décorées de draps flottants, de chemises et d'uniformes scolaires. L'odeur des vêtements séchés à l'air libre, mélangée à la lessive en poudre comme persil ou skip, était inoubliable. Les enfants jouaient souvent à cache-cache entre les draps pendant que les mamans gardaient un œil nerveux sur le ciel au cas où la pluie viendrait. Si c'était le cas, il y avait une course folle pour tout rentrer. Les voisines se jugeaient discrètement sur la blancheur de leurs draps et même sur la façon dont les vêtements étaient épinglés. Les sèche-linges sont peut-être pratiques. Mais ils ne battront jamais la sensation fraîche et nette du linge se balançant sous le ciel français. Écrire des lettres à la main. Avant les emails et les textos, rester en contact signifiait s'asseoir avec du papier et un stylo.
Les lettres étaient réfléchies, soignées, parfois relues plusieurs fois avant d'être envoyées. Vous choisissiez vos mots avec soin parce qu'il n'y avait pas de bouton d'annulation. Les familles gardaient les lettres dans des boîtes, attachées avec des rubans, chéries pendant des décennies. Recevoir une lettre était un événement. Vous reconnaissiez l'écriture sur l'enveloppe, et votre cœur s'accélérait un peu. Il y avait de l'anticipation, de l'effort, et quelque chose de tangible que vous pouviez tenir entre vos mains. Aujourd'hui, nous envoyons des messages en secondes et les oublions aussi vite. Mais une lettre manuscrite portait du poids, de l'intention, et une trace permanente de quelqu'un qui prenait le temps de penser à vous. Attendre le développement des photos. Prendre une photo n'était pas instantané. Vous aviez un rouleau de pellicule avec 24 ou 36 poses, et chaque clic comptait. Vous visiez soigneusement, espériez que tout le monde souriait, et priez pour que l'éclairage soit bon. Ensuite venait l'attente. Vous rapportiez votre pellicule au photographe, et une semaine ou deux plus tard, vous reveniez chercher vos photos. Ouvrir l'enveloppe était comme Noël. Certaines photos étaient floues, certaines surexposées, mais les bonnes étaient des trésors. Les albums photos étaient soigneusement assemblés, chaque image choisie, placée, et parfois légendée. Pas de suppression, pas de filtre, juste la vie telle qu'elle était capturée, imparfaite et précieuse. Cette attente rendait les photos plus spéciales. Vous ne pouviez pas en prendre des centaines. Alors chacune comptait. Les courses quotidiennes chez les commerçants. On ne faisait pas les courses une fois par semaine dans un hypermarché géant. On allait chez le boulanger pour le pain, chez le boucher pour la viande, chez l'épicier pour le reste. Chaque matin, ou presque, impliquait plusieurs arrêts. Ces visites n'étaient pas seulement transactionnelles. C'étaient des moments sociaux. Le boucher connaissait votre nom et vos préférences. La boulangère gardait une baguette de côté si elle savait que vous arriviez tard. L'épicier donnait un bonbon aux enfants. Les magasins sentaient leurs produits. Le pain, la viande fraîche, le fromage, le café moulu. Les achats prenaient plus de temps, mais ils tissaient des connexions. Vous faisiez partie d'un quartier, pas seulement d'une liste de courses. Cette intimité commerciale a presque entièrement disparu avec l'arrivée des supermarchés. Écoutez la radio en famille. Avant que la télévision ne devienne omniprésente, la radio était le centre du foyer. Les familles se rassemblaient autour du poste pour écouter les feuilletons radiophoniques, les émissions musicales, les bulletins d'information. L'imagination remplissait les images manquantes. Les voix des animateurs devenaient familières, presque comme des membres de la famille. On écoutait Europe 1, RTL, France Inter. Les enfants suivaient les aventures sonores, les parents se tenaient informés du monde. La radio créait une atmosphère, un rythme, une présence dans la maison. Même quand la télévision est arrivée, la radio gardait sa place. En cuisinant, en repassant, en faisant la vaisselle. Elle accompagnait la vie quotidienne d'une manière que les écrans individuels ne font plus aujourd'hui. Regardez la télévision ensemble. Quand la télévision est devenue courante dans les années 60, c'était un événement familial. Il n'y avait qu'une seule télé dans la maison, et souvent seulement 2 ou 3 chaînes. L'ORTF, puis plus tard les chaînes qui suivraient. Les familles se rassemblaient pour regarder le journal télévisé, les variétés du samedi soir, Guy Lux et ses jeux. Les enfants s'asseyaient en tailleur sur le tapis. Les parents dans les fauteuils, les collations soigneusement réparties pour la soirée. Si vous manquiez une émission, vous deviez simplement attendre, parfois éternellement, une rediffusion. Il n'y avait pas de deuxième chance. Cette expérience partagée rendait la télévision précieuse. C'était quelque chose qui rassemblait les familles et même des quartiers entiers. Faire la queue patiemment. Et bien sûr, il y avait la queue. Du boulanger à l'arrêt de bus, les gens s'alignaient tranquillement et attendaient leur tour. Doubler la queue était impensable.
Ce n'était pas seulement une question d'ordre, c'était une question de respect. Les queues se transformaient souvent en petites communautés avec des hochements de tête polis et de petites conversations sur le temps ou l'augmentation des prix. Aujourd'hui, l'impatience et la commodité ont mis cette tradition de côté. Mais pendant des générations, faire la queue faisait partie de la vie quotidienne et de ce qui faisait la France. Des salutations polies au fil à linge, des lettres manuscrites aux familles blotties autour de la télé, ces habitudes quotidiennes façonnaient autrefois l'identité de la France. Elles n'étaient pas dramatiques, mais elles rendaient la vie plus connectée, plus respectueuse et plus humaine. Laquelle de ces habitudes vous rappelez-vous le mieux? Et laquelle ramèneriez-vous si vous le pouviez? Dites-le nous dans les commentaires. Parce qu'au fond, se souvenir, c'est aussi comprendre d'où nous venons et ce que nous avons peut-être perdu en chemin.